passer à la deuxième partie sur l'œuvre en elle-même. Je vais commencer avec une question qu'à mon avis personne, à laquelle personne ne va vouloir répondre, c'est quel est le rôle exact de Takashi Nagasaki dans les œuvres d'Urasawa? Question pour Mehdi. Ah bon? Ah oui, on voit travailler ensemble, oui. Après, sur le... Pourquoi la question est délicate? Parce qu'il faut savoir que à la base, aujourd'hui il est scénariste, mais à la base c'était un éditeur. C'était son éditeur, c'était son responsable éditorial, c'est lui qui le supervisait et qui allait chercher les planches chez Urasawa quand il les avait filmées. Donc passer du statut de responsable éditorial à scénariste, ça se fait, mais c'est très rare et en général c'est pas hyper bien vu parce que du coup on ne sait pas trop quel a été le rôle de l'éditeur à l'époque où il était éditeur. Est-ce qu'il était simple éditeur ou est-ce qu'il était déjà scénariste quand il était éditeur? Est-ce que dans le cas d'Urasawa, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en co-scénariste Nagasaki sur les œuvres précédentes de Urasawa? C'est des questions qui se posent naturellement quand on passe d'un secteur à l'autre. Et c'est pour ça que la question est embêtante. Et c'est pour ça qu'on ne va pas y répondre. Question de personne, de ne pas se mettre là. Mais en fait, voilà, si on peut faire quand même une supposition, parce qu'effectivement personne n'a la réponse, et puis il faudrait voir à pas froisser nos gentils ayants droit, mais en gros, moi je le vois un peu comme un responsable éditorial plus, c'est-à-dire que finalement ces hommes de l'ombre qui sont derrière les mangaka où ça brainstorm énormément sur la cohérence de l'histoire et tout, bah finalement ils ont des rôles de co-scénaristes tous autant qu'ils sont, peut-être même plus qu'on croit. Et je pense qu'à un moment, ça se trouve, leur synergie a été telle que c'était peut-être même un souhait d'Urasawa de voir Nagasaki en tant que co-scénariste, parce que voilà, au niveau des scénarios, c'est difficile de faire mieux qu'un Monster ou qu'un Billy Bat, tellement c'est fouillé. Il n'y a pas beaucoup d'autres auteurs de CNN qui, à mon avis, soutiennent beaucoup la comparaison. Donc voilà, c'était peut-être une forme de reconnaissance, mais ils sont tous plus ou moins co-scénaristes finalement, ces responsables éditoriaux. Et on parle souvent d'Urasawa comme de l'héritier d'Osamu Tezuka, lui-même revendique un peu cette image. Quels sont les plus grands points communs entre les deux auteurs, et est-ce que, à votre avis, cette réputation est justifiée ou c'est plus un argument commercial, on va dire? La question qui tue. C'est bon, t'es venu. Alors, merci les gars. Je vais me venger. Oui, donc de toute façon, lui, en tout cas, il considère être en gros le fils spirituel de Tezuka. Il le dit partout, hein, il l'a redit quand il est venu en 2012, l'œuvre essentielle qui a fait basculer, qui a fait basculer quelque chose chez lui, c'est le Phénix d'Osamu Tezuka, qui pour lui a été un gros coup de poing et qui lui a fait revoir le manga de façon tout à fait différente. Il a en effet revisité une des histoires de Tezuka Astro dans Pluto, revue à sa sauce, puisque c'était d'ailleurs une demande de Tezuka Productions, c'était de ne pas refaire l'histoire, mais d'en faire une nouvelle histoire à partir de celle-là, donc tout en respectant l'histoire de base, mais amener ce qui était Urasawa. Et donc, moi je pense pas que ce soit un argument commercial à la base, puisque lui-même le dit souvent, et que ça n'a jamais été utilisé à ma connaissance, ni au Japon, ni chez nous, comme un argument commercial. Nous, on a fait le lien parce qu'on a la chance d'être aussi l'éditeur du best-of d'Astro Boy, qu'on a des bonnes relations avec Tezuka Productions, mais je ne pense pas que c'est un... Je crois que c'est une réelle passion de Urasawa pour ce qu'a fait Tezuka. Bon, après Tezuka, c'est Dieu du manga, tout le monde se dit être le fils du spirituel. Enfin, il y a énormément de mangaka au Japon qui se disent fils spirituel de Osamu Tezuka. Forcément, c'est le mec qui a créé le manga moderne, donc tout le monde en dépend un petit peu. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds très bien à la question.
Après, ça dépend ce qu'on entend par héritier de Tezuka, fils spirituel de Tezuka. Si c'est, est-ce que Urasawa va avoir une influence sur le milieu du manga aussi importante que celle que Tezuka a eue, lui, de son temps? Ça me paraît difficile. Il n'y a qu'un seul Tezuka, et de la même façon, Walt Disney a une influence énorme sur l'ensemble du monde, même s'il a des héritiers aujourd'hui, personne n'aura l'influence et le rayonnement qu'il a eu, et c'est la même chose pour Tezuka, je pense. Ça, tout dépend de ce qu'on entend par héritier et par fils spirituel, en fait, de Tezuka. Dans les thématiques, je pense qu'il en est loin, à mon avis. Il est très très loin par rapport à ce que Tezuka a balayé dans sa carrière. À mon avis, il en est très loin, mais il a encore le temps. Hein. Enfin, il peut mourir jeune aussi, comme Tezuka. Peut-être à la fin, est-ce qu'il fera un point commun. Non, de toute façon, je pense qu'en termes de quantité, il aura une œuvre beaucoup plus concise que celle de Tezuka et qui balayera un spectre beaucoup moins important que celui de Tezuka. Je pense qu'il se revendique comme un héritier, mais pas comme un... oui, comme un héritier, comme beaucoup de mangaka qui disent que Tezuka a une influence énorme sur tout ce qu'ils ont fait et que sans Tezuka, il ne serait jamais devenu mangaka. Au-delà, personnellement, je crois pas. Je pense pas qu'on puisse avoir autant d'influence que ce que a eu Tezuka sur le reste de l'industrie du manga. Effectivement, comme ça a pu être dit, je pense que voilà, il y a énormément d'héritiers de Tezuka. Lui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de clins d'œil appuyés dans son œuvre. Bon, voilà, cette adaptation de l'histoire de Pluto dans le tome 1 ou le tome 2, le fait qu'il évoque très clairement Tezuka dans Billy Bat avec la nouvelle île au trésor, puis même le personnage de Zofu qui fait penser un peu à Tezuka. Donc il y a des clins d'œil très appuyés, une grosse revendication de sa part, je pense. Après moi, si j'ai la chance de le rencontrer un jour, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure le titre MW de Tezuka, chez quelqu'un, a pu l'influencer, parce que c'est un des polars que Tezuka a pu faire qui est vraiment très noir, très réussi. Et j'y vois quelques similitudes entre ce que Urasawa a pu faire dans son œuvre. Donc précisément, si on doit parler d'une œuvre précise, je trouve qu'il y a un parallèle entre celle-là, MW, et ce qu'a pu faire Urasawa. Et Thibaut, pour avoir vécu au Japon assez longtemps, est-ce que vous diriez que le public, les fans d'Urasawa là-bas n'ont pas du tout le même panthéon, on va dire, de ses œuvres? J'ai l'impression notamment que ses œuvres sportives comme Happy et Yawara sont beaucoup plus populaires qu'ici. Ce qui est logique vu que Yawara n'est pas sorti, mais Happy par exemple, on en a moins parlé par rapport à cette rythme. Sur Yawara, c'est logique, parce que tous les 4 ans, il y a les Jeux Olympiques. Et donc tous les 4 ans, tous les commentateurs, toutes les télés reparlent forcément, dès qu'on parle de judo, on parle forcément de Yawara, puisque Tani Lyoko, qui était la grande championne surnommée Yawara, est aujourd'hui commentatrice sportive. Et forcément, quand c'est toujours son surnom, on l'appelle toujours Yawara, Yawara-chan. Donc indirectement, le titre occupe une place différente dans la mémoire collective japonaise. Et ça a une influence certaine, ça c'est indéniable. Happy, je sais pas, il y a moins de parallèles qui sont faits entre Happy et le tennis en général. Il faudrait que le champion actuel, Nishiko Kei, dise qu'il était un grand fan de Happy à l'époque et que ça a joué une influence sur sa carrière et que c'est pour ça qu'il a eu Nicolo comme sponsor, etc. Et à ce moment-là, je pense que Happy reviendrait au top du top dans le cœur des Japonais. Mais moi je pense qu'il y a Yawara et puis il y a l'actualité. Il y a Yawara parce que tout le monde le connaît, parce que tout le monde l'a lu, et parce que c'est vrai que c'est un manga génialissime en fait. C'est d'ailleurs assez curieux que c'est la seule série, je crois, qui n'a pas été éditée ici. Ça paraît complètement fou. Et puis il y a l'actualité, il y a Billy Bat en fait. Je pense que les gens, quand ils ont vouloir savoir dans leur esprit, quand on en parle à des Japonais, pour eux c'est Yawara, et puis en ce moment, Morning, Billy Bat. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. En parlant de Yawara, moi c'est vraiment un titre que je rêverais d'éditer. C'est clair qu'en plus en tant qu'ancien judoka, je suis vraiment à fond de chez à fond. Mais c'est vrai que l'expérience, comme nous l'a démontré Happy, en fait les gens attendent Urasawa sur d'autres terrains, et c'est plutôt le terrain du polar, c'est plutôt le terrain des scénarios très fouillés.
Je pense qu'effectivement c'est une mascotte au Japon, il y a qu'à voir la nouvelle édition qui a été faite, je sais pas si c'est une Bunko ou une Perfect, mais en fait sur les couvertures, on voit juste l'héroïne dans sa vie de tous les jours, qui va au shopping, qui est chez elle, qui est en pyjama, elle n'est jamais en judogi, elle n'est jamais en mode je rentre en Soto-gari, enfin c'est vraiment juste un attachement à c'est un personnage qui est devenu une icône là-bas. Mais effectivement ça démange, mais voilà, c'est pas pour ce genre de manga que malheureusement Urasawa est attendu en France. Est-ce que vous vous êtes positionné sur ce titre-là Ah pardon, excuse-moi. C'est une question de traducteur. Pas du tout intéressé. Non. Si je veux bien répondre, oui, pardon. Non, je ne me suis pas positionnée, même si c'est une série qui est intéressante, évidemment. Il y a plusieurs choses. Toi, tu disais qu'effectivement, et tu as raison, on n'attend pas Urasawa sur des séries comme celle-là. Par ailleurs, moi je suis aussi éditeur et toi tu l'as été aussi de mangas sportifs. Et en France, c'est une catastrophe, à part Slam Dunk qui a été édité par Kana à une autre époque et qui a fait un succès monstre. Depuis, c'est un peu la cata. Je serais incapable de citer un titre de manga sport qui est vraiment fait. Alors, il y en a qui ont marchouillé, hein, mais je veux dire, un vrai succès derrière. Donc, si tu veux, il y a comme deux handicaps sur Yawara. C'est du sport, et c'est ça. Et quel que soit le sport, hein, même si on fait un manga. Enfin, moi, je suis éditrice de Prince of Tennis. Le tennis en France est quand même un sport avec Roland Garros et le reste qui est plus que suivi. 2000 exemplaires au titre, enfin j'ai plein d'exemples comme ça derrière, quoi. Donc c'est même pas une question, le judo est plutôt un sport reconnu en France et beaucoup pratiqué, mais malgré tout pour moi en fait c'est ça, les deux handicaps. Et je sais que Thibaut adore Yawara parce qu'il nous en parle très souvent et il a raison parce que c'est une œuvre qualitative. Le problème c'est de se lancer sur la Deluxe, elle fait 20 tomes, heureusement. Mais 20 tomes, quand tu sais que tu y vas à reculons parce que tu penses que tu vas en vendre 2000, en gros, tu perds vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Donc voilà, à quel point tu es suicidaire ou pas. On a compris que vous étiez positionné, monsieur Davy. Pas la peine d'insister. Christelle a tout dit, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la réputation qu'on évoquait tout à l'heure de Urasawa qui saurait pas finir, conclure ces thrillers? Est-ce que c'est une réputation justifiée ou... Lui, il a dit, hein, il a déjà expliqué son réputation. Ah voilà, t'as fini. Oui, alors attends, ouais. Moi j'ai juste provoqué Christelle, c'est un scandale la fin de Monster. Voilà. Non, mais lui, il a expliqué lui-même en fait, hein, c'est que en gros, les œuvres par lesquelles il a commencé, Yawara, Happy, qui étaient des œuvres où en gros il était un petit auteur démarrant et donc il devait respecter les règles édictées par son éditeur. Shogakukan pour ne pas le citer, parce qu'il faut quand même rappeler que l'industrie du manga, ça n'a rien à voir avec l'édition de bande dessinée chez nous, hein, c'est vraiment une industrie du divertissement, et donc l'auteur il travaille selon les règles édictées par l'éditeur, hein, essaye toujours de faire ça en France, bon courage. Et donc il a des règles à suivre, il décide bien sûr et il discute du sujet et du déroulement de l'histoire, mais et il a déjà dit plusieurs fois Urasawa qu'il avait été coincé dans des volontés de sa part au niveau scénario, au niveau développement de l'histoire, que l'éditeur l'avait arrêté dans son bilan en gros. Donc, et donc là, sur ces séries-là, on est sur des séries plutôt finies, ou alors sur Pineapple Army ou un Master Keaton justement, là ce sont toutes des histoires qui se suivent, ce sont plutôt des recueils d'histoires et donc elles se finissent bien, etc. Et lui-même a dit, à partir de Monster justement, que lui il en avait marre de ça, et quand il est arrivé et qu'il a pu éditer Monster, ben forcément c'était plus du tout le même auteur parce qu'il avait fait le succès monstre avec Yawara, Happy était pas mal non plus, et donc à partir de ce moment-là, ces auteurs-là ont un peu plus le droit de dire ce qu'ils veulent à leur éditeur et ont un peu plus de liberté sur leur manière de développer leur histoire, et lui trouvait que ces histoires qu'on lui demandait de finir de façon hyper carrée correspondaient pas finalement à la réalité, que c'était un peu
des fins un peu... c'est décider pour le lecteur, en fait, de comment définir l'histoire. Et que donc, lui, c'est pas qu'il ne veut pas la finir, c'est qu'il trouve que c'est plus intéressant de laisser des fins plus ou moins ouvertes et en fait, d'avoir des... Lui, ce qu'il souhaite, c'est d'avoir des lecteurs intelligents, quoi, qui ne se laissent pas emmener du début à la fin. Oui, on en revient finalement à ce que tu disais, Thibaut. Et que donc, oui, il n'a pas besoin de prendre par la main le lecteur de bout en bout, et puis il faut le laisser un petit peu décider avec lui de ce que pourrait être la fin, ou imaginer la fin par lui-même. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Mais je crois que tu disais pour lui. Et à l'inverse, moi j'aimerais, toi tu es un spécialiste. Qu'est-ce que ce serait une bonne fin pour Monster, par exemple, ou pour 20th Century Boys? Parce que, non mais c'est vrai, c'est souvent un débat qui revient de dire ah ouais, c'est la fin, elle est bâclée, ou la fin elle est mal faite, on s'attendait pas à ça. Monster, c'est quand même une fin, alors on n'a pas, mais c'est quand même une fin, c'est un peu téléphoné parce qu'on s'attend à ce que s'il y ait une porte ouverte à la fin de ce genre-là. Mais qu'est-ce que ça aurait été une bonne fin, finalement? Moi je suis un peu mitigé puisque j'ai beaucoup aimé la fin de Monster. À l'inverse, j'ai été déçu de la fin de 21st Century Boys. Donc en fait j'attends la fin de Billy Bat pour trancher définitivement. Et justement, qu'est-ce qui justifie, qui explique selon vous la longévité de la carrière d'Urasawa? Parce que finalement au Japon il y a pas mal d'auteurs qui font une série phare et qui font ça toute leur carrière. Il a quand même un nombre d'œuvres assez impressionnant à son actif. Et il continue encore aujourd'hui. Juste vite fait pour revenir sur le coup de la fin, je plaisantais en la provoquant parce que c'est vrai que moi c'est pas le genre de fin, c'est pas le genre de fin qui me satisfait par rapport à Monster. Peut-être parce que je suis pas si intelligent que ça, mais en fait, je pense surtout que c'est pas ce qu'il faut retenir. Moi c'est pas ce que je retiens de Monster, finalement la fin c'est plutôt tous ces personnages qui apparaissent au fil de la traque de Tenma. C'est plutôt la richesse et la profondeur des personnages qui m'ont fait aimer cette série plus que le coussin vide à la fin. Donc effectivement, il y a débat. Effectivement, on va être vigilant sur la fin de Billy Bat parce que ça peut porter à polémique, ça peut peut-être porter préjudice pour de mauvaises raisons à mon sens, à Urasawa. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est plutôt le déroulé, quoi. Et par rapport au fait que le succès de Urasawa traverse un peu les époques comme ça, je trouve qu'en fait c'est un auteur qui sait se renouveler, dans le sens où oui c'est les mêmes rouages, oui c'est un peu les mêmes personnages qui brossent à travers ses œuvres, mais c'est intéressant quand même ce qu'il fait. Donc, dans Monster il nous a prouvé qu'il pouvait faire une traque à travers l'Allemagne, donc voilà un manga qui se passe en Europe, génial, il s'en est sorti nickel, donc voilà ça c'est un fait d'armes. Il revient avec Pluto, donc il y a de l'action, on parle pas beaucoup finalement, on parle beaucoup de scénarios, mais les scènes d'action que maîtrise Urasawa aussi, elles sont impressionnantes. C'est-à-dire qu'elles sont crédibles. Les bastons de robots dans Pluto, elles sont géniales. Donc voilà, là il revient, il adapte une histoire de Tezuka, donc le projet est intéressant. Il est dans la SF, ils en sortent très bien. Et puis là sur Billy Bat, c'est son projet le plus ambitieux. Enfin, à mon avis, c'est le scénario le plus ambitieux, le fait de toute l'histoire de l'humanité, tout est lié depuis le commencement. Donc en fait, je trouve qu'à chaque nouvelle œuvre, il revient avec. Il remise en fait, voilà. C'est un peu un grandeur et à chaque nouvelle œuvre, je trouve qu'il va toujours plus haut. Ça explique peut-être sa longévité. Oui, puis il a quand même raconté des histoires très très différentes, sur des thèmes différents. Alors il y en a où il s'est essayé tout seul, il y en a où c'est à la demande de son éditeur, puisqu'on sait qu'Happy il l'a fait parce que Yawara avait bien marché, donc on lui a demandé de refaire une semi-comédie romantique sur le sport et il a changé du judo au tennis. Donc il y a déjà aussi tous ces thèmes-là, et puis c'est une force de travail, c'est pas pour rien qu'il s'est déboîté pour un moment. Je refaisais dans le train un peu toutes les dates de son œuvre, et en fait pendant très longtemps il a quand même fait 2 séries à succès colossal en même temps, quoi. Donc c'est pas pour rien non plus qu'il a marqué l'histoire du manga aussi, c'est un bourreau de boulot, quoi. Et puis je pense que c'est aussi c'est un homme qui a une vie en dehors du manga, ce qui n'est pas si fréquent que ça chez les auteurs qui ont une telle productivité. Enfin, il est musicien à côté, il a une vraie vie de famille, il passe pas sa vie 7 jours sur 7 dans son atelier à faire du manga, comme c'est souvent le cas, avec des personnes qui ont une main droite
droite pour dessiner, mais qui ont une autre main qui sert absolument à rien dans le reste de leur vie. Et lui, je pense que c'est quelqu'un qui sait vivre tout simplement, et c'est ce qui lui permet de se renouveler en permanence et d'être, en plus d'un artiste, un homme tout simplement. Et ma question suivante, c'était de savoir en fait si vous deviez prédire le prochain genre de la série Urasawa, puisqu'il s'apprête à conclure Libat, dans quel univers ou quel domaine vous le verriez se lancer dans une nouvelle série? Alors, je sors ma boule de cristal. Dommage, j'ai pas pris de café, il y aurait plein. Aucune idée. Alors là, malheureusement, je suis pas dans ces petits papiers. Est-ce que vous avez des pistes, vous? Moi, je ne serais pas vous dire. Personnellement, j'aimerais bien qu'il arrête de faire des thrillers. Parce qu'il en a fait 3 d'affilée. Ça serait bien qu'on passe à autre chose. Ça, c'est ton souhait. Oui, c'est mon souhait, mais bon, en général, il m'écoute. Non, mais moi, je serais pas contre, donc s'il m'écoute, je serais pas contre le fait qu'il reprenne quelque chose qui soit un peu plus léger et un peu plus romantique, avec des ficelles différentes, parce que, comme tu le disais, c'est vrai que Monster, 20th Century Boys, Billy Bat, on retrouve des ficelles identiques, on retrouve une construction scénaristique qui est rodée. Alors c'est super parce que c'est rodé, donc on n'est pas hyper surpris, mais du coup on n'est pas hyper surpris. Donc non, moi je verrais bien... Je pense que si nous on se lasse, il doit se lasser aussi. Donc il va changer de genre, je suppose. J'espère en tout cas. Manga de médecine, tiens, ce serait bien ça. Non mais de médecine, quoi, de vrais médecins avec des termes. Ah, les trucs qui se vendent. Voilà. On a fait le docteur Coto. Ah oui, c'est quoi? C'est vrai. C'est toi le spécialiste. Moi aussi, j'aimerais bien voir autre chose qu'un thriller, mais après, ça m'inspire pas plus. C'est que des questions pièges. Et du coup, par rapport à l'exposition qui est ouverte aujourd'hui à Tokyo, est-ce que vous comptez y aller? Est-ce que vous avez eu des contacts avec les organisateurs? C'est fini le 31 janvier, au 31 janvier, non? C'est jusqu'à fin mars, il me semble. Ah, fin mars. Ah, alors je pourrais la voir. Tu vas pas toi? Ah. Alors, je pourrais la voir peut-être. Parce que je suis censée aller à Tokyo bientôt, oui, effectivement. Donc oui, si j'ai l'occasion de la voir, évidemment. En plus, c'est toute sa carrière, et en plus, ce sont des originaux, si j'ai bien compris, ce qui est quand même rare au Japon, de voir des originaux. Donc ouais, j'adore ça. Ça serait bien. Et non, je n'y serai pas, mais je crois que ma chef y sera fin mars. Donc oui, s'il te plaît. Donc elle pourra y aller. Et je crois que c'est vraiment, c'est toutes ces séries, c'est une grosse rétrospective. Ouais. C'est toute sa carrière, en fait. Ah, j'aurais pas cette chance. Sur les photos, je fais un film. Ah non, c'est Et donc pour conclure, avant de passer aux questions du public, je vais vous poser à chacun une question spécifique, qui cette fois ne sera pas piège. Donc Thibaut, pour commencer, quelle est selon vous la principale différence entre Master Keaton et Master Keaton Remaster, donc la suite qui est parue plus de 20 ans après? Alors la principale différence, le principal intérêt, c'est que le manga a été fait 20 ans après, mais les personnages aussi ont 20 ans de plus. Donc ça c'est vachement bien. Enfin, c'est pas si fréquent que ça dans les mangas, d'avoir un personnage qu'on a vu pendant 6000 pages, de se retrouver 20 ans après avec des personnages qui ont vieilli, qui ont grandi, parce que là sa fille a grandi du coup, des problèmes sentimentaux. Son père, il est toujours pareil, mais il bouge un peu moins vite. Et lui, il a toujours les mêmes obsessions et les mêmes problèmes pour trouver une place dans une université, mais il a des cheveux blancs. Enfin, tout ce côté-là est, je trouve, assez chouette, assez inattendu en plus. Assez inattendu, et puis c'est bien de se dire, bon, 20 ans après, je reprends la série, donc forcément, mon personnage, il a 20 ans de plus. Et du coup, les thèmes traités, c'est en rapport, j'imagine, avec l'actualité. Passe-moi le bouquin, s'il te plaît, que j'essaie de me rappeler. Si c'est en rapport avec l'actualité, pas forcément. Pas forcément. Parce qu'on n'a pas de thème sur les migrants, on n'a pas de... Si, on parle un petit peu des migrants, il n'y a pas spécialement de clin d'œil à Fukushima ou des choses comme ça. Ça se situe plus en Europe que dans d'autres pays.
Mais sinon, non, j'ai pas eu l'impression, c'est pas le souvenir que j'en ai en tout cas. C'est pas le souvenir que j'en ai. Christa, donc la question c'est sur Another Monster, donc qui est un guidebook sur la série qu'on voit ici. Est-ce qu'on peut envisager de le voir sortir un jour en France, sachant que ça fait 300 pages en japonais? Mais imaginons que la série adaptée par Del Toro voit le jour, est-ce que ce serait l'occasion par exemple de l'adapter? Tout va dépendre de l'édition. Pour le coup. De Thibaut, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais. Ça se fait. Oui, nous, ça nous... Alors, personnellement, j'adorerais le voir sortir, donc ça, c'est pas le problème. Il y a eu un problème de droit, qui est peut-être réglé depuis, à voir. Mais oui, effectivement, si on a l'occasion, on le fera, oui. Ce sera un boulot de malade, en traduction. mais voilà. Oui, pourquoi pas, mais là, non, je pense. Et Mehdi, du coup, dernière question, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est née l'opération des planches de Billy-Bot? Si c'est quelque chose qui existait au Japon, par exemple. Effectivement, je suis chez Pika depuis 3 mois et des brouettes. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde est au fait forcément, mais je n'ai pas forcément la réponse précise, mais ce que je sais, c'est que c'était une opération qui existait déjà au Japon, mais qui était très restrictive. Et l'ambition de Pika, c'était de la rendre vraiment accessible facilement au lecteur. Donc à chaque fois, donc, il y a eu 3 ou 4, c'est ça, opérations de ce type où il y avait 3500 exemplaires de planches, donc c'était pour le tome 3, je crois que ça a commencé. Et en fait, voilà, l'idée c'était de ponctuer, de relance comme ça la série au fil de sa publication. Et à chaque fois, il y avait 3500 unités de cette planche pour l'achat de Billy-Bat. Et l'idée c'était de la rendre plus accessible qu'elle n'était au Japon. Voilà, au Japon, c'était vraiment le côté très collector, très collectionneur. Et je ne sais plus les conditions exactes, mais ça existait au Japon en tout cas. Voilà. J'en sais pas plus. Merci à tous les trois. Du coup, on peut passer aux questions du public.